vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vrais Voix. On vous souhaite, on est ravis de vous accueillir et de vous retrouver aujourd'hui. Pardon, je voulais faire une blague à Philippe David et ça n'a pas fonctionné. Ah mais c'est pas grave, vous pouvez recommencer. Non, je pense que ça va pas vous plaire. Ça me gêne pas, vous savez, plus rien ne me choque. Hein. C'est-à-dire que j'ai voulu vous mettre du gel hydroalcoolique sur le crâne. Tout le monde a vu que j'essayais de vous le mettre et personne n'a dit « Oh non, Philippe, pauvre, machin ». Voilà. C'est la preuve que personne ne me soutient dans ce studio, ça devient inquiétant. Écoutez, c'est vendredi, tout va bien. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, Israël promet de continuer à porter des coups sévères au Hezbollah. Après les frappes de Tsahal sur la banlieue sud de Beyrouth, le groupe islamiste affirme avoir visé des troupes israéliennes à la frontière du sud du Liban. Et pendant ce temps, dans une rare prise de parole, le guide suprême iranien menace en affirmant, je cite, qu'Israël n'en a plus pour longtemps. Alors parlons vrai, est-ce que la guerre au Liban va continuer? Pensez-vous que l'envoi massif de troupes au sol est envisageable? Et à cette question, Israël a-t-il la puissance pour anéantir le Hezbollah? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité sera le colonel Olivier Rafozic, qui est porte-parole francophone de Tsahal. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. La France fait l'expérience d'une coexistence exigeante sous le gouvernement Barnier. Une formule choisie pour éviter un terme, vous savez, la cohabitation, avec un rééquilibrage subtil des pouvoirs. Le compte-rendu du Conseil des ministres se tient désormais à Matignon plutôt qu'à l'Élysée. Parlons vrai, est-ce que le président est quelque part un peu démonétisé dans cette pseudo-cohabitation? Quelle place a-t-il dans cette configuration inédite sous la Ve République? Et à cette question, Emmanuel Macron arrive-t-il à trouver sa place à côté de Michel Barnier? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je dois dire que j'ai parfaitement trouvé ma place à côté de Cécile de Ménibus. Absolument. Nonobstant ses volontés de me masser le cuir chevelu. Absolument. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ça va l'air génial. Allez, bienvenue dans les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Les Vraies Voix Sud Radio. Et bien sûr, une émission, vous allez en parler de cette disparition de Michel Blanc, bien entendu, qui nous a un peu tous choqués. On est un peu sous choc. Philippe Bilger, en tout cas, est avec nous. Ça va, Philippe? Alors, ça va très bien, ma chère Cécile. On a eu une émission formidable au Futuroscope. Oui, c'était génial. Mais on est tout de même bien dans nos bulbes. Ah, on est bien à la maison. René Chiche est avec nous aujourd'hui. Bon, je n'étais pas invité au Futuroscope, je remarque. Je dis rien. Mais j'ai dit que l'émission était très réussie. On ne quémande pas. Eric Revel est avec nous. Bonjour Eric Revel. Bonjour Stoïc. Voilà. Ah ouais, non, j'écoute. Ouais, Moi, je suis un jeune élève, alors j'écoute. Oh mon petit chat, parce que ça fait 2 fois qu'il sait que c'est un jeune élève. Bon, ça fait 3-4 fois maintenant. Non, 3 fois. Ouais, mais c'est un. 3 fois. C'est un dur accès. C'est un genou, c'est un genou. c'est vrai, c'est un genou. Il faudrait le bisuter. Je ne sais pas comment, mais on va réfléchir. Avec du gel hydro, machin sur la tête. Au moins, il y a des cheveux. Parce que lui, ça glisse, alors que vous, ça glisse pas. C'est ça qui est drôle. 0826 300 300 avec Christophe qui est avec nous du Val d'Oise. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, votre coup de gueule de la semaine. Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, comme vous voulez. Alors plutôt coup de cœur multiplié par 2. Alors bien sûr un petit coup de cœur pour Antoine Griezmann, les adieux douloureux d'un amoureux des Bleus, ce tour de terrain qui nous restera en mémoire solitaire au Parc des Princes alors que tout le monde avait regagné le vestiaire. Vrai. Sa petite tête juvénile va bien nous manquer. C'est vraiment notre héros du football. Donc voilà, il a avalé grand nombre de couleuvres. En laissant par exemple le brassard de capitaine en faveur de Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui, comme on dit, se la racontait pas, mais qui était un très très grand champion. Voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Tellement d'accord. Oui. Peut-être réaction, Philippe. Alors, voilà un connaisseur de football. J'ai réfléchi au fait que je reconnais bien sûr que Griezmann était un formidable joueur, mais ce qui me gênait, c'est que je n'ai pas vos compétences et que je trouvais qu'il n'était pas ostentatoirement brillant. Et donc que ça se voyait moins que chez d'autres. Mais Christophe parlait aussi du savoir-être, ce qui est alors exceptionnel. Là, il est moins intervenu sur n'importe quoi comme Mbappé. Donc en ce sens-là, je coupe Philippe. Exemple, Xavi était un joueur exceptionnel, mais il jouait beaucoup, il driblait beaucoup moins que Messi par exemple au Barça. Et pourtant c'était un joueur exceptionnel. Excusez-moi, on est dans l'émission de football.
n'avez pas compris. C'est pas les vraies voix. Mais enfin, si, quand même. Cher Philippe, j'y connais pas beaucoup plus que vous en football, mais moi j'y connais beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que non, ça a été un joueur très très brillant. Très bon. Griezmann, si, parce que là, vous l'avez vu un peu en fin de carrière. Vous l'avez vu un peu en fin de carrière. Mais il a fait des matchs avec l'équipe de France où il y avait lui et le restant de l'équipe. Hein. C'est lui qui dynamisait, c'est lui qui faisait. Très brillant et surtout très efficace. C'était un grand buteur dans l'équipe de France. Je pensais qu'il parlait de vous, Philippe David. C'est marrant. Non. Mais moi, mes buts sont fantômes. Oui, c'est ça. Et Christophe avait un deuxième coup de cœur, c'est ça, rapidement? Oui, rapidement. Donc je vais mettre à mal votre modestie, mais moi mon deuxième coup de cœur, il vient aux vraies voix. Une émission qui fait du bien au cœur et à la tête. Avec une équipe qui débat, qui annonce des coups de gueule et des coups de cœur, qui, sans se prendre au sérieux, tape souvent très juste sur les sujets d'actualité du quotidien. Ne m'en voulez pas, mais à vous l'équipe, ne m'en voulez pas, mais encore un spécial coup de cœur pour le chef de file Philippe David, notre chauve, C'est quelqu'un de la famille. notre chauve actualisé. C'est un cousin. Non, c'est quelqu'un. Et alcoolisé, puisque visiblement vous vouliez le frotter son crâne chauve à l'alcool. Puis David, aussi drôle qu'intelligent, avec sa bouille d'adolescent qui a grandi trop vite et qui souvent se pince les lèvres. Pour ne pas montrer qu'il a envie de se marrer quand il sait qu'il va nous sortir une bonne blague ou une sympathique vacherie. Voilà, c'était vraiment mon deuxième. Merci, c'est un bravo pour toutes les vraies voix. Et les vraies voix, c'est une famille, c'est une équipe. Et vraiment, avec Cécile, nonobstant tout ce que je subis, souvent je me mords les lèvres parce que entre le gel hydroélectrique, voilà, vous avez bu, c'est ça, vous avez bu. Non, elle ne voulait pas m'électrocuter. J'adore Claude François, mais pas à ce niveau. Mon Dieu. Merci, Christophe. Et on dit que c'est moi. Ah non, vous voyez que tout seul, il fait ça tout seul. J'ai qu'à le laisser faire. Merci Christophe, en tout cas, vous êtes notre vraie voix. Et vous allez jouer au Qui c'est qui l'a dit avec nous dans quelques longues minutes. Oh, bah oui, dans une 45 minutes, 47 allez, minutes. vous bougez pas, on reste ensemble jusqu'à 19h. Philippe, le procureur. Alors, des nominations politiques qui continuent. Bon, voilà. On n'en saura pas plus. Mais vite. Il fallait que je commence. Non, il fallait pas que vous commenciez. Vous avez dit ce qu'il fallait. On fait une petite pause et on revient dans un instant. C'est des vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Alors bienvenue dans Les Vraies Voix avec ce soir autour de nous Philippe Bilger bien sûr, Éric Revel et nos deux magnifiques animateurs Cécile de Ménibus et Philippe David jusqu'à 19h. C'est très bien. Très bien. Parfait. C'est magnifique, c'est un peu léger, mais on prend. Non, c'est bien. c'est pas mal. C'était bien. La voix est posée. Oui, c'est pas mal. Non, c'est bien. Il se la raconte un peu, mais ça va. Allez. Non mais j'ai un peu exagéré. Mais on la raconte un peu aussi. Non, mais on sent que non, la voix était posée. Mais il a une belle voix. Oui, il a un bel organe. Absolument. Les trois mots dans l'actu dans un instant. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on ? On va parler de la disparition de Michel Blanc, de la gaffe de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, et puis de la première motion de censure contre le gouvernement Barnier. Ça vous avait manqué, eh bien elle sera défendue mardi par Olivier Faure. En 3 mots, ça donne splendide, cafouillage et censure. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les nominations politiques ou au copinage, je ne sais pas, que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Il me semble, j'ai lu ça ce matin dans Valeurs Actuelles, j'ai donc appris que Prisca Thévenot, députée, allait être affectée au conseil d'administration de Radio France et Emmanuel Grégoire à celui de France Télévisions. Ce qui me frappe, ça n'est pas ces indélicatesses, ces dérogations, mais le fait qu'aujourd'hui elles sont générales, on n'éprouve même plus besoin de s'en excuser, ça n'a plus d'importance les règles de déontologie et de rectitude, non, on nomme parce que c'est politique, parce qu'on fait ce qu'on veut. Je commence à être très lassé par ce système démocratique qui s'accorde beaucoup d'exceptions. Éric Revel, vous qui avez été patron d'une chaîne de télé, quand vous voyez des nominations et de radio, comme vous avez vu Emmanuel... Radio France. Oui, ouais. Quand vous avez vu les nominations d'Emmanuel Grégoire et de Prisca Thévenot, ça vous a fait quoi? Alors je me suis dit, voilà, deux grands spécialistes de l'audiovisuel qui Il y a vont du pouvoir... second degré là. Alors,
Bon, c'est toujours dans les conseils d'administration à France Télévisions ou à Radio France, vous avez toujours des personnalités extérieures quand même. Hein, ça existe maintenant. En général, on essaie de trouver des gens qui ou ont des choses à dire ou peuvent apporter. Bon, moi je fais pas de procès d'intention à Madame Prisca. Thévenot ou à monsieur l'ancien premier adjoint de Madame Hidalgo, l'ancien premier adjoint de Madame Hidalgo à Paris. Mais bon, alors après, je pense pas qu'ils vont faire fortune en étant au conseil d'administration de Radio France ou de France Télévisions. Hein. Bon, ça leur donnera une petite visibilité. Ils verront comment ça marche en interne. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le service public. Hein. Donc peut-être qu'ils proposeront des réformes. Vous voyez, moi je suis positif. Le choquant, c'est que l'un a pris la place de quelqu'un qui était statutairement prévu le président des affaires culturelles. Oui. René Chiche. Oui, bon, mais ça a toujours été l'usage aussi, que les pouvoirs en place nomment des proches au conseil d'administration. En général, c'est habituel, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, ce que vous dites là, Philippe. Oui, c'est pas tout à fait nouveau. Non, bien sûr, mais c'est une dérogation. Moi, ça me choque pas vraiment, parce que c'est d'usage depuis des années. Donc, mais par rapport à la règle, ça me choque. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de choquant ? Comme a dit Eric Revel, c'est vrai, j'allais le dire comme lui. D'ailleurs, dans chaque conseil d'administration, à chaque fois, on nomme des députés. Mais dès lors que ça n'est pas conforme ni à la rectitude de la loi, ni à la déontologie, ni à la compétence, vous êtes trop tolérant, mon cher René, à l'égard de vous-même. Oui, vous pouvez non, mais simplement, qu'est-ce qu'il y a d'illégal dans ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il y a de pas normal ? Qu'est-ce qu'il y a de pas normal ? Mais c'est pas vraiment le nouveau monde, quoi. C'est pas la règle. La règle, tout simplement. Qu'est-ce qui n'est pas la règle ? Alors, on va pas faire un débat de 6 heures. Mon cher René, on nomme à chaque fois dans les administrations des députés. De lumière intellectuelle. On nomme des députés dans les administrations. Non, j'ai dit que l'un, par exemple, a pris la place de celui qui aurait dû être désigné le président des affaires culturelles. Ça me paraît... Voilà. Alors donc vous avez le nouveau monde. Ça change alors, ce que vous dites que ça change alors finalement. Ça change finalement. Allez, c'est pas grave. Ce que vous voulez dire, Philippe, c'est que René n'avait pas la lumière à tous les étages, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est la spécialité de Philippe. Allez, on a quelqu'un dans le vestibule qui attend. Félix Mathieu. D'accord. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont splendides, cafouillage et censure. La troupe du Splendide fait part de sa douleur immense après la disparition de Michel Blanc à 72 ans. Le grand public l'avait découvert comme Jean-Claude Duss, débronzé avant des rôles plus sérieux. La bourde de la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, annonce en direct un temps de recueillement sur le 7 octobre. Puis son cabinet corrige, elle a confondu avec l'hommage aux enseignants assassinés Samuel Paty et Dominique Bernard. Et puis, ça nous avait manqué, le retour des motions de censure. La première contre le gouvernement Barnier, elle sera défendue mardi prochain par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Les vraies voix Sud Radio. Il se décrivait comme un clown, non pas triste, mais angoissé. En tout cas, après la disparition la nuit dernière de Michel Blanc à l'âge de 72 ans des suites d'un malaise cardiaque, la tristesse, elle est bien là chez ses compagnons de la troupe du Splendide. Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moineau font part de leur douleur immense. À leur côté, Michel Blanc avait interprété l'inénarrable Gouja des bronzés, j'ai nommé Jean-Claude, et vous ? C'est Duss avec un D comme Duss. Encore verrai-je ? Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. C'est merveilleux! Alors, la petite hier soir, ça s'est passé comment? Elle aime la bite, hein. Oh, excusez-moi, messieurs, dames. Oh, tiens, là. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Une moustache et un certain aplomb, même dans ses rôles de loser du début. On l'a vu dans ce registre aussi sur une bande originale de Renaud. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Ah, dites! J'ai un service à vous demander. Pour faire bonne impression, j'ai dit que c'était chez moi et que je vous hébergeais, alors... C'est tout? Ah bah t'es pas gonflé comme mec. Un registre bien gratiné qu'on retrouve avec Le Père Noël est une ordure ou encore Tenue de soirée. Attention là encore aux oreilles chastes. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Retourne contre le mur. Comment ça, je te trouble? Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer?
C'est pas exclu. Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange? Pourquoi? Parce que ça me gêne. On l'avait vu ensuite sur des tonalités plus dramatiques dans « Je vous trouve très beau » d'Isabelle Mergo, plus récemment dans l'exercice de l'État qui lui avait valu un César. Ça va? J'ai fait une fausse route. C'est con pour un ministre des Transports. Le président Emmanuel Macron a réagi. Il salue un monument du cinéma français. C'est vrai que c'est un acteur éclectique qui a commencé dans des rôles de loser, Jean-Claude Duss, et après qui a joué des rôles dramatiques ou des rôles iconoclastes comme tenue de soirée. Absolument, vous me permettrez d'en parler un petit peu tout à l'heure. Absolument. Allez, le deuxième mot, cafouillage, après cette grosse gaffe de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Oui, dans d'autres contextes, il y a des bourdes qui prêtent à sourire, sauf que là, Anne Genetet s'est mêlé les pinceaux entre deux sujets particulièrement graves. La ministre de l'Éducation, interrogée chez nos confrères de RTL ce matin à propos de la recrudescence des actes racistes et antisémites, 3630 faits recensés sur la dernière année scolaire. Et c'est là qu'elle a fait cette annonce inédite concernant l'anniversaire du 7 octobre, lundi prochain, 1 an après l'attaque du Hamas en Israël. Nous sommes en train de caler les modalités, mais il y aura un temps. Mais absolument, c'est lundi. Et vous me permettez de réserver l'annonce aux enseignants, mais il y aura a priori effectivement un temps de recueillement et un temps de travail aussi pour réfléchir à ce que signifie défendre la laïcité très concrètement. Sauf que peu après l'interview, le cabinet de la ministre a envoyé un correctif. Anne Genetet a confondu avec l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, les deux professeurs assassinés, hommage prévu non pas lundi prochain mais mi-octobre dans les établissements scolaires. Grosse gaffe. Pardon, je vais être grossier, ça la fout mal tout de même. Éric Revel. Les bras m'en tombent, si vous voulez. C'est la ministre de l'Éducation quand même. Même si elle était mal réveillée, enfin, je trouve ça délirant quand même. Soyons fiers d'être des amateurs. Ouais. Pourtant, c'est le cabinet d'Attal, tout comme. Ouais, mais là, il y a quand même une erreur de casting avec elle. Hein. Vous trouvez, franchement, avec Anne Genetet qui déjà n'a pas vraiment de grandes compétences en termes d'éducation. Bon, ça veut rien dire. On peut nommer un ministre des fois qui n'a pas de compétences dans son domaine. Mais elle, visiblement, moi je l'ai entendu en plus ce matin, elle n'est pas très convaincante quand elle parle. Dis donc, vous l'avez rhabillée pour l'hiver, là, ça c'est bon. Allez, on y va. Troisième mot, censure. La gauche dépose la première motion de censure contre Michel Barnier. Une motion de censure signée par 192 députés du Nouveau Front Populaire. Elle vient d'être déposée et c'est donc le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui va s'encanailler à la défendre mardi prochain. C'est vintage, c'est 1980 ça. Oui, bon, on sait pas s'il y aura ça dans l'hémicycle. L'existence de ce gouvernement dans sa composition et ses orientations est une négation du résultat des dernières élections législatives, affirme le texte de cette motion de censure. Il a évidemment très peu de chances de passer, quasiment aucune, dans la mesure où le RN l'a d'ores et déjà annoncé. Il ne compte pas le voter et la gauche n'a pas la majorité, elle toute seule. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour. Retour sur les tensions explosives au Moyen-Orient. Et Israël promet en tout cas de continuer à frapper durement le Hezbollah. De son côté, le Hezbollah riposte à la frontière libanaise. Vers quel scénario se dirige-t-on dans le Moyen-Orient? Alors parlons vrai. Est-ce que la guerre au Liban va continuer? Pensez-vous que l'envoi massif de troupes au sol est envisageable? Et à cette question, Israël a-t-il la puissance pour anéantir le Hezbollah? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Olivier Rafojit sera avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les jours. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Éric Revel et René Chiche. Ça va René? Ça va très bien. Bon, ça va. Oh, oui, ça va Philippe Bilger. Bon, oui, c'est bon, on est bien. C'est vendredi, je peux parler un peu en belge une fois. Vous me faites tellement plaisir. Bah oui, je sais. Et ça va, Éric Revel? Il faut que je réponde avec un accent quoi. Vous faites ce que vous voulez. Vous répondez, c'est tout. Bon, c'est ça tout. va. Bon, bah, très bien. Et Philippe David, ça va aussi. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce matin encore, des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth. L'incursion terrestre se poursuit. Un des objectifs de guerre, les tunnels du Hezbollah. Il y a beaucoup de tunnels que nous avons trouvés et nous avons détruits avec des forces spéciales qui sont entrées dans les 10 derniers mois par des opérations secrètes, spéciales, un territoire sud-libanais, mais il est clair qu'il y a encore beaucoup à faire contre le Hezbollah. Avec cette attaque, la guerre de basse intensité des 11 derniers mois s'est transformée en une confrontation de haute intensité. Le Hezbollah pense répéter
cette victoire, ce qu'il a appelé sa victoire divine de 2006. Et donc Israël promet de continuer à porter des coups sévères au Hezbollah après les frappes de Tsahal sur la banlieue sud de Beyrouth. Le groupe islamiste affirme avoir visé des troupes israéliennes à la frontière sud du Liban. Et pendant ce temps-là, dans une rare prise de parole, le guide suprême iranien menace en affirmant, je cite, qu'Israël n'en a plus pour longtemps. Alors parlons vrai, est-ce que le Hezbollah est décapité et ne peut plus résister longtemps ? Ou que, tant qu'il y aura l'Iran, il y aura le Hezbollah. Et à cette question, Israël a-t-il la puissance pour anéantir le Hezbollah ? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité, le colonel Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir, colonel. Bonsoir, merci colonel. d'avoir accepté Bonsoir à vous. Merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Philippe Bilger. Une analyse évidemment très modeste de la part de quelqu'un qui s'intéresse à ce conflit, bien sûr, mais qui attend avec beaucoup d'impatience les réponses de notre invité. Premier point, apparemment, ce qu'on craignait immédiatement, c'est-à-dire une riposte d'Israël et la réplique à nouveau de l'Iran, pour l'instant ne se produit pas. Peut-être que ça se prépare, mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Deuxième élément, je constate que à l'heure actuelle, il y a une défense du Hezbollah au Liban et apparemment, a-t-on dit, pour la première fois, l'armée libanaise s'est manifestée. Et troisième élément, là, j'attache beaucoup d'importance à cette interrogation, mon colonel, j'ai lu un excellent article de Georges Bensoussan ce matin dans le Figaro, et je voudrais savoir ce que vous pensez de son point de vue qui consiste à dire que réclamer d'Israël une intervention limitée n'a aucun sens compte tenu du type de conflit auquel ce pays doit s'affronter. Colonel Rafovitch pour répondre à Philippe Bilger. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, rentrer quelques instants dans le contexte de ce conflit. Nous ne sommes pas en guerre avec le Liban, ni avec les Libanais. Nous sommes en guerre avec le Hezbollah qui a attaqué Israël le 8 octobre, le lendemain de l'attaque menée par le Hamas dans le sud d'Israël. Il s'est joint à cette attaque du Hamas. Et depuis le 8 octobre, attaque Israël quotidiennement. Encore aujourd'hui, près de 200 missiles ont été lancés vers du Hezbollah vers Israël. Là où je vous parle à l'instant même, je lis des alertes sur Yiron et Baram dans le nord d'Israël. Et ce qui a produit un départ de notre population. À peu près 70 000 personnes ont dû quitter le nord d'Israël et se réfugier un peu partout en Israël. Après près de 11 mois d'attente et de tentatives multiples, politiques et diplomatiques, pour arriver à un accord dans la sorte où le Hezbollah quitterait le sud Liban, cesserait ses attaques contre Israël et on pourrait revenir à une situation normale avec le Liban, on a dû passer à l'initiative et à l'action parce que il est hors de question que nous nous fassions bombarder quotidiennement sans réaction. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est une action de plusieurs formes. D'abord, comme vous le savez, c'est plus maintenant un secret, on a éliminé par des frappes ciblées extrêmement importantes pratiquement tous les chefs du Hezbollah au plus haut niveau, inclut également Hassan Nasrallah, qui se croyait immortel et là pour toujours, il est parti. Et d'autres sont également partis avec lui. On a également éliminé des chefs militaires du Hezbollah, comme entre autres Ibrahim Akil, qui était plus ou moins le remplaçant de l'autre chef militaire qui avait été éliminé il y a quelques mois, Fouad Choukar, par une frappe ciblée lorsqu'il était dans une chambre avec sa maîtresse dans un grand bâtiment de Beyrouth Sud. Et tous ces gens-là étaient en train de préparer, ça je vous le dis clairement pour que ce soit bien clair, également pour les auditeurs français, étaient en train de préparer l'invasion de la Galilée. La même chose qu'a fait le Hamas le 7 octobre, il faisait la même chose pour se préparer à attaquer le nord d'Israël avec des milliers d'hommes, des unités Radouane, qui sont les unités spécialement entraînées, entre autres, dans des actions qui avaient été menées par le Hezbollah avec Bachar el-Assad contre des Syriens anti-gouvernement. Et tous ces gens-là étaient en train de préparer une invasion. Et on a quelque part fait ce qu'on appelle une frappe préventive, si vous voulez. Et nous continuons aujourd'hui par des actions ciblées à Beyrouth Sud
et également au sud Liban, où nous détruisons, je finis, nous détruisons les uns après les autres des infrastructures dans des villages qui sont utilisés par leur Hezbollah comme des vraies forteresses. Et ça, c'est une obligation pour nous. Éric Revel. Oui, mon colonel, je voulais vous poser une question, une double question concernant l'Iran. On sait que l'Iran finance le Hezbollah et le Hamas, leur fournit des moyens financiers et des moyens militaires. L'Iran a envoyé 200 missiles sur Israël, le dôme de fer a fait son travail. On attend la réplique israélienne sur l'Iran. Quand peut-elle avoir lieu, aura-t-elle lieu? Et la grande menace pour Israël, c'est que l'Iran soit doté un jour d'une arme nucléaire. Est-ce qu'il n'est pas dans les plans, dans la stratégie, alors j'imagine pas que vous allez me répondre directement, mais d'aller jusqu'au bout finalement en Iran, parce que la grande menace peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ce serait qu'Israël prenne une bombe nucléaire sur son territoire. Ce qui est clair, et là vous avez mis le doigt dessus, c'est que le Hezbollah, comme le Hamas, comme les milices d'Irak, comme les Houthis au Yémen, sont tous financés, équipés et commandés par l'Iran. Aujourd'hui, malheureusement, on a dû annoncer la mort de 2 de nos soldats et de 20 autres blessés qui ont été tués par un drone suicide provenant des milices chiites d'Irak, cette fois-ci, qui sont également équipés par l'Iran. L'Iran, c'est à peu près $1 milliard de dollars par an qui va au Hezbollah, à peu près 120 millions de dollars qui va au Hamas, et tout cet argent va dans des arsenaux, dans des armes et dans des munitions. Et il est clair que nous avons ici affaire face à un front où il y a une pieuvre, avec des tentacules. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'Iran est à la tête de cette entreprise anti-israélienne, mais également anti-européenne. Je rappelle que l'Iran, on oublie un peu, mais l'Iran fournit des missiles balistiques et des drones d'attaque à la Russie contre l'Ukraine. Et ça menace également l'Europe. Et de manière paradoxale, si vous me permettez, on pourrait croire, en tout cas du côté israélien, que les Européens surtout sont des observateurs qui regardent de loin. Or, ils devraient être des acteurs actifs. Alors, je voudrais quand même vous dire que de nombreux pays européens, dont la France, ont participé, sans donner trop de détails, à cette manière d'arrêter et de stopper les missiles balistiques provenant de l'Iran avec nos forces à nous. Mais il est clair que la menace iranienne n'est pas seulement une menace pour Israël. Elle l'est également pour d'autres pays. Et si on n'arrête pas l'Iran, aujourd'hui, comme vous l'avez dit très justement, l'Iran court vers la bombe nucléaire. Et la bombe nucléaire aux mains des mollahs et des ayatollahs, c'est la jointure avec la Corée du Nord, avec d'autres pays qu'on appelle des États voyous, qui peuvent véritablement créer un chaos international. Donc nous sommes aujourd'hui dans une guerre qui est une guerre sur multiples fronts. Nous y faisons face, croyez-moi, et nous continuons à le faire. Et pour votre question, est-ce qu'Israël va réagir à l'attaque iranienne de près de 200 missiles balistiques sur Israël? La réponse est oui, il va y avoir une réaction israélienne contre cette attaque qui a eu lieu du sol iranien vers Israël. René Chi. Alors, mon colonel, d'abord, je voulais vous dire Shana Tova, parce que c'est le nouvel an juif, donc ça veut dire bonne année, donc je vous souhaite, Shana Tova. Et, merci à vous aussi, à vous tous. Oui. Le problème avec le Hezbollah, qui est quand même l'organisation terroriste la plus puissante et la mieux équipée du monde. Le problème que le Hezbollah, il y a un problème, c'est que c'est à la fois une branche militaire terroriste, ça on le sait, mais c'est aussi, vous en convenez, une branche politique qui est impliquée dans la vie politique libanaise et qui est aussi même une organisation aussi impliquée dans l'action sociale, etc. Alors, est-ce qu'il n'est pas compliqué pour Israël à la fois de vouloir, je pense quand même, se débarrasser, certes, à juste titre à mon avis, de l'organisation terroriste, mais il n'empêche que le Hezbollah politique va toujours être impliqué dans la vie politique libanaise et la vie sociale. C'est pas ça, quand même, au-delà de l'Iran, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais est-ce que c'est pas quand même un problème important, ça, par rapport à la réalité libanaise? Je vais répondre sur un autre plan, mais je vais arriver à votre question. À l'époque de l'Allemagne nazie, il y avait un parti nazi qui s'occupait également de scouts et de la jeunesse allemande pour s'entraîner et faire du sport. Le même parti nazi a également créé ce qu'il a créé et a fait la guerre au monde entier, à l'Europe en particulier. Le Hezbollah a, si vous voulez, un côté social pour mobiliser des foules et des gens et entraîner ensuite des jeunes
dans la guerre et dans la violence. Nous sommes face à une organisation qui a une idéologie qui est la destruction physique et totale de l'État d'Israël, comme le Hamas. Ces gens-là n'ont pas l'idée de vouloir créer deux États. D'ailleurs, lorsqu'on entend les manifestations pro-Hamas dans les rues de Paris ou de Madrid ou d'autre part, on entend Free Palestine from the river to the sea, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain. Ce qui veut dire en fait qu'on gomme totalement l'existence de l'État d'Israël, on le remplace par un grand califat islamiste, si possible génocidaire, où il n'y a plus de juifs, plus d'Israéliens. Mais pour en revenir à votre question, le Hezbollah, qu'il soit politique ou qu'il soit militaire, avait à sa tête, jusqu'à aujourd'hui, Nasrallah, n'est-ce pas? Qu'il ait des députés qui soient au Parlement libanais, ça n'enlève pas le fait que ces gens-là soutiennent leur Hezbollah et soutiennent l'idéologie du Hezbollah. Tous ces gens-là sont reliés à l'Iran. L'Iran utilise leur Hamas, leur Hezbollah, et c'est la manière d'ailleurs qu'ils ont pour mobiliser des masses, c'est de jouer le social au départ, et ensuite on passe à l'action militaire. C'est exactement l'ADN qu'avait l'État islamique, je rappelle, en Irak et en Syrie. Nous sommes face, nous tous aujourd'hui, nous tous, occidentaux, juifs, chrétiens et musulmans. Je rappelle que les musulmans sont les premières victimes sunnites, libanaises et syriennes de la cruauté, de la menace du Hezbollah. Lorsque Nasrallah a été éliminé par nos forces, que je salue, eh bien, il y a eu des cris de joie en Syrie et au Liban, non pas de juifs syriens ou libanais, mais d'arabes syriens, musulmans et sunnites, qui ont été débarrassés de quelqu'un avec ses troupes, qui ont participé à des massacres, qui ont été totalement non suivis par la... Vous savez, juste, la presse ne s'intéresse pas lorsque des Arabes tuent des Arabes. Mon colonel, il faut qu'il y ait un élément israélien pour s'intéresser au monde. Une question, mon colonel. On a vu les têtes d'affiche du Hezbollah éliminées les unes après les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le Hezbollah a encore quelqu'un à sa tête? Parce que quand on peut dire qu'il a été totalement décapité, ou est-ce que c'est comme on dit, un canard sans tête? Vous savez, je suis très prudent pour vous définir la situation actuelle du Hezbollah. Il y a encore des dizaines de milliers d'hommes, il y a encore des centaines de milliers de missiles. Nous savons qu'il y a toute une architecture souterraine de souterrains qui ont été creusés dans tout le Liban, entre autres avec l'aide de pays voyous. Je ne vais pas maintenant rentrer dans ces discussions. Et beaucoup ont été éliminés par nos renseignements et par nos moyens, mais il y a encore des hommes qui peuvent prendre la relève. Et donc nous devons être très, très prudents. Et je ne voudrais pas du tout ni être dans l'euphorie, ni dans l'enthousiasme de quelqu'un qui pense avoir fini le travail. Le travail n'est pas terminé contre le Hezbollah. Et je vous rappelle que le Hamas, le 6 octobre, était vu et perçu en Israël comme une organisation qui préfère d'abord avant tout gérer Gaza plutôt que d'attaquer Israël. Et on a été surpris par tout cela. Donc, soyons dans l'humilité, même du succès. La guerre contre le Hezbollah n'est pas terminée. Une petite question, pardon. Éric Revel tout à l'heure parlait du nucléaire iranien. Joe Biden, mardi dernier, a dit que ce serait la seule manière pour eux de ne pas soutenir Israël dans ses attaques nucléaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ça? Ces attaques. Rien. Je ne commente pas du tout cette question. D'accord. Philippe Bilger. Mon colonel, une question. Est-ce que depuis la barbarie du 7 octobre, est-ce que Israël a été déçu ou parfois accordé à la multitude des réactions internationales? Est-ce que vous trouvez que, en définitive, on a été à la hauteur globalement de cet immense pogrom du 7 octobre? Écoutez, je vais vous dire, on a été extrêmement surpris et déçus par la position des Nations Unies, de son secrétaire général et de personnalités importantes des Nations Unies comme le directeur général, enfin le commissaire général de l'UNRWA, qui, même recevant de l'information selon lesquelles il y a des membres de l'UNRWA palestiniens, membres du Hamas, comme un dernier qui a été éliminé il y a quelques jours au Liban. Il était à la fois le patron du Hamas militaire au Liban et également le président de l'organisation des enseignants de l'UNRWA au Liban. Il a été éliminé et on a appris aujourd'hui ou hier par le Washington Post que l'UNRWA lui avait donné des congés, sachant qu'il était membre du Hamas, mais des congés payés.
Donc, si vous voulez, on est dans une situation absurde où le monde, attendez, une certaine partie du monde voit la vérité, mais quelque part hésite à prendre les mesures. Par contre, je pense que fondamentalement, les gouvernements n'ont peut-être pas toujours publiquement pris les positions qu'on aurait voulu nous entendre en Israël, mais je peux dire quand même que les démocraties, dont la France, dont la Grande-Bretagne, dont l'Allemagne, dont les États-Unis, malgré des pressions de la rue et malgré des pressions de partis politiques anti-israéliens extrêmement vivaces, si vous voulez, ont quand même tenu le choc et ont tenu quand même leurs engagements. Nous sommes conscients en Israël qu'il y a une propagande gigantesque, il y a de l'argent qui provient de l'Iran, du Qatar, prenons la machine de guerre de El Jazeera, qui enflamme les foules et qui empoisonne les jeunesses. Donc il y a cette propagande qui malheureusement fait des émules réussies, mais je pense qu'avec le temps, et là on n'est pas en train de courir un 100 mètres, c'est un marathon. Et dans ce marathon-là, je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements et je dirais ceux qui décident et ceux qui influencent commencent à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Et je crois qu'il y a un rapprochement, même s'il n'est pas toujours public. Et on n'entend pas toujours les mots, mais il existe. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous, porte-parole de l'armée israélienne. Merci beaucoup. Dans un instant, petite détente. Hein. On va aller sur un autre sujet. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Et ils en ont dit des choses. Voilà, on fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On avait décidé aujourd'hui avec Philippe David qu'il offrait la somme de 10 000 euros à chacun de nous. Pour une fois qu'il offre quelque chose. Ah non, j'avais décidé toute seule. Que Ouais, pour notre week-end. Vous savez comment s'appelle votre méthode? Non. Comme disait Coluche, la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Exactement, c'est une très bonne formule. Je trouve que c'est très bien. Et ce n'est pas une bonne idée, Philippe Bilger? Une très bonne idée. René Chiche, c'est une bonne idée. Eric Revel. Ouais, mais on n'achète pas tout avec de l'argent. Excusez-moi. Là, mais c'est pas Voilà quelqu'un qui parle bien. Voilà. Non, quand je pense qu'on m'accusait d'avoir racheté des auditeurs, là c'est vous qui voulez me ruiner en fait. Non, mais je pensais que vous aviez un don exceptionnel. Vous vouliez donner. Ah oui, j'ai plein de dons. Oh, je suis déçu. Allez, tout de suite avec Christophe. Ça va, Christophe? Oui, surtout que j'ai touché 10 000 euros, donc c'est très bien. Allez, lancez le jingle, Christophe. C'est vrai, alors les vraies voix premières, moteur. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On a un florilège de lancement de jingle. C'est génial. Hein. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points, messieurs. Monsieur Barnier, supprimez les dépenses inutiles, comme le salaire des humoristes de France Inter, au lieu d'augmenter les impôts. Oui, je l'ai lu, Sarah Knafo. Sarah Knafo, heureux député. Reconquête. Christophe ne se contente pas d'aimer Philippe David. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Christophe? Attention, 2 points, ça fait 1 de moins. Le risque pour la France, c'est de devenir la Grèce de 2010. Alors c'est une femme. Oui. Allez-y. C'est une ministre? Oui. Une ministre? Un mot de Bréjon? Bonne réponse de René Chiche qui engrange 2 points. Le porte-parole. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Jean-Luc Mélenchon est un tribun doué par nature. C'est un agitateur par choix. Et ce n'est pas un constructeur ni un homme d'État, comme François Mitterrand avait su le faire. Christophe. Monsieur Barnier. Jospin. Non, il n'y a pas eu le groupe. Normalement, il y a le groupe. Qui a gagné? C'est moi. C'est René Chiche. René Chiche était un poil plus rapide. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Christophe? Il avait levé le doigt avant vous, René. Moi, je suis poli, j'attends qu'on me donne la parole. Qui c'est qui l'a dit, Christophe, à 2 points? Les services publics en France, c'est ce qui permet à la République de tenir debout. On ne peut pas stigmatiser les fonctionnaires. Notre pays a besoin de fonctionnaires. Éric Coquerel? Non, c'est une femme. C'est une femme. En région.
Carole Delga. Bonne réponse de René Chiche. Contrôle antidopage pour René Chiche. C'est les gouttes. 2 points. Question, qui c'est qui l'a dit à 3 un points demi-point quand même. Bah, vous vouliez pas des 10 000, maintenant vous voulez un demi-point. Ouais. C'est pas ce que vous voulez, vous. Oui, c'est de pas la même chose. Moi, je préfère 10 000 qu'un demi-point. Qui c'est qui l'a Eh dit ben non, lui, il veut l'inverse. Allez, qui c'est qui l'a dit 3 points. Nous sommes sous la surveillance des Français, pas du RN. C'est un jeune ministre. Enfin, il vient de devenir ministre pour la première fois, Christophe. Je crois que je sais. Oui, mais attendez. Christophe. Non, flûte. Marc Ferracci. Non, il est au transport. Il est au transport. François Durouvray. Bonne réponse de Éric Revel qui en Et puis vous l'avez pas aidé, hein. Vous l'avez pas aidé en plus. Mais non, on l'a pas aidé. Ah non, au transport. Bah, vous le saviez. Je vous connais, il était patron du département de l'Essonne. Absolument. François Durouvray. Absolument. Je croyais que vous ne connaissiez que d'autres transports. Allez, C'est à vous, Cécile. Non, c'est à moi. Oui, Qui c'est qui l'a dit à 1 point, Christophe? Pour l'instant, Philippe. 1 point. Facile. On va droit vers une crise financière. Il faut la prévenir. Christophe. Femme, homme. Homme. Et haut placé. Christophe. Michel Barnier. Bonne réponse d'Éric Revel. Ah ouais, il est doué. Et en plus, C'est la besagne depuis ce matin partout. Non mais et en plus, il fait les bruitages. Oui, C'est il fait dingue, il est incroyable. Mais il nous perturbe. Mais oui, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit 2 points. Il faut dépenser plus dans tous les services publics. Christophe. C'est une femme. Ah bah oui. Attendez. Quoi, bah oui. Christophe. Mathilde Panot. Bonne réponse de Christophe qui engrange 2 points. Il nous fait quoi? Il nous fait. Allez, c'est la dernière, c'est la dernière. Qui c'est qui l'a dit? Oh bah tiens, on va la faire à 3 points. Oui. Il ne peut y avoir de démocratie sans état de droit. Christophe. C'est évident. Oui. C'est une bêtise constitutionnelle. C'est Fabius. Ah non, Fabius. Il a dit avant. Vous le dites avant, c'est pas normal. Non, moi je me trouvais pas, Christophe. Il a dit, de toute façon, il a dit ceci. Moi j'ai eu moins 3 l'autre fois. On met 3 points à Philippe Bilger parce que c'est des connivences, vous savez comment ça marche. Des connivences. Alors, le score, le résultat final est René Chiche qui a démarré à fond. Mais d'où les connivences? Parce que je les vois. Mais quelle connivence? Bah, entre vous et Philippe Mais Bilger. qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas eu Mais entre vous et Philippe Bilger. Vous pouvez pas mentir. C'est un peu comme, je sais pas, Lucky Luciano et Al Capone à Chicago dans les années 20. Mais vous ne pouvez pas mentir aux Français. C'est 3 ans de connivence. Mais je parle vrai aux Français, Mais non, Cécile. je n'ai jamais triché sur la tête de Tata Rachel. Je n'ai jamais dit. Tu laisses Tata Rachel. Alors vous avez gagné. Christophe est second avec 5 points, Eric 4 points et 3 points pour Philippe Bilger qui l'a eu sur le gong. Bravo et bravo Christophe. Il n'est pas Fanny. Il n'est pas Fanny. Allez, Fanny, merci en tout cas d'avoir joué avec vous. Vous étiez un très bon candidat. On vous embrasse. Passez un beau week-end. Un peu de journal, un peu de météo et on y va. Allez. On est en retard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous voilà partis dans cette seconde heure des vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec René Chiche, avec Éric Revel et Philippe David bien entendu. Généralement vous nous laissez pas mal de messages sur les répondeurs. On en choisit un et il est là. Ah non, il est pas là. On me dit qu'il est pas là. Quand notre réalisateur Maxime fait les gros yeux, c'est que c'est pas bon signe. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il est où, dis donc? Il est où, dis donc, le répondeur? Oui, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Il est là. Je suis scandalisé avec les retraites, enfin scandalisé, c'est lamentable. Les grosses retraites, comme M. Barnier qui touche presque 30 000 euros de retraite, il va être indexé sur l'inflation. Son augmentation va représenter combien? Et combien de gens, combien de hauts fonctionnaires comme ça travaillent, retravaillent et touchent des indemnités? Le commissaire du plan, dites-moi à quoi il a servi Bayou depuis qu'il est commissaire du plan et combien il a coûté. Hein? Et des économies, il y en a à faire. Et là, on se rabat encore sur les petites retraites qui vont pas avoir leur indexation. Mais c'est déplorable, c'est déplorable. Voilà, bonne journée, merci. C'est vrai quand même que ça pose question. Les cumuls de les retraites chez les élus, c'est quand même... Oui, et puis surtout le report, je crois, de la revalorisation. Je comprends qu'elle blesse beaucoup de gens qui attendaient ça, mais Eric a certainement un point de vue technique là-dessus. Technique, je remarque quand même qu'il y a quelques mois, la retraite de base avait augmenté, que la retraite Agir-Carco avait augmenté quand même. Alors,
Qu'on désindexe les retraites de l'inflation, c'est pas ça qui me choque. C'est ce qu'a dit l'auditeur. C'est-à-dire que on pourrait, comme on le fait pour les revenus, puisque le Premier ministre annonce des impôts, des super impôts pour les gens qui ont le plus de revenus, plus de 500 000 euros par couple. Pourquoi on fait pas la même chose avec les retraites ? On fixe une barre, on dit ceux qui ont plus de 10 000 euros de retraite par mois, eux, ils sont pas indexés. On verra dans un an. Oui. En revanche, pour les petites retraites, on continue de les indexer. Ça, c'était tout à fait possible, me semble-t-il. Oui. Ça me semble assez judicieux. Tout à fait d'accord avec Eric. Mais d'ailleurs, il y a un sentiment d'injustice dans ce qui vient d'être annoncé, là, l'index pour les retraites en juillet. C'est vrai que moi, je comprends l'auditeur. Par contre, François Bayrou n'est pas payé en tant que commissaire au plan. Ça, c'est une chose. Et par contre, je suis d'accord avec Philippe. Il a bien un coup entre les bureaux, son note de frais. À mon avis, il doit avoir voiture avec chauffeur, etc. Ce qui est aberrant, c'est vrai, c'est ces retraites cumulées de députés, de présidents de conseil général, etc. Mais je pensais que c'était plafonné, moi, à mon nez, les retraites, mais en fait, pas du tout. C'est pas plafonné. Tu sais, les gens croient que les retraites ne peuvent pas dépasser un certain montant. Mais c'est faux. C'est faux, en fait. Quand vous cumulez plein de retraites, vous arrivez à 25, 30 000 euros. Je me rappelle à l'époque, je crois que Giscard ou Chirac était à 18 000 euros de retraite par mois, quelque chose comme ça. Président de la République, député, maire de Paris. Si les politiques étaient courageux, ils commenceraient par faire une réforme là-dessus. Et je suis sûr qu'ils deviendraient un peu plus populaires avec ça. Parce qu'effectivement, il y a des retraites tellement élevées que ça peut choquer les gens. Franchement, même Barnier, comme a dit Philippe, je sais pas combien, 25 000 euros, un truc comme ça. Oui, non, la classe politique devrait donner évidemment l'exemple. Alors on parle du cumul des retraites, mais on pourrait parler aussi d'autres choses qui choquent beaucoup les Français. Alors c'est pas ça qui fera qu'on aura moins de 3 200 milliards d'euros de dette, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas, ce serait symbolique. Par exemple, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, même si vous êtes ministre de l'Intérieur 15 jours, vous avez à vie une voiture, un chauffeur et un garde du corps. Ministre de l'Intérieur. Quand vous êtes Premier ministre, évidemment, vous avez à vie 2 gardes du corps, un chauffeur et une voiture. Et quand vous êtes président de la République, vous en avez 3, plus 1 ou 2 voitures, plus un chauffeur. Plus un bureau, plus une assistante. Voilà. Donc, quand on est Christine Taubira, on a un vélo et 3 gardes du corps. Voilà, c'est vrai, parce qu'elle, c'est vrai qu'elle s'est déplacée à vélo, mais je pense qu'elle doit avoir... ministre de la Justice, je ne suis pas sûr. C'est ministre de l'Intérieur, c'est sûr. Premier ministre, c'est sûr. Mais ministre de la Justice, je ne suis pas certain. Je suis pas certain. À vérifier. À vérifier, ok. Philippe David, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Non. On a le temps là, non, non, parce que la musique a démarré. Donc quand la musique a démarré, ça veut dire que Maxime nous dit il faut arrêter de parler. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je vais pousser un coup de gueule sur le fait qu'aujourd'hui on s'en prend parfois aux innocents et qu'on laisse tranquilles les coupables. Et c'est une histoire absolument hallucinante qui se passe dans le Val d'Oise, d'où était notre auditeur du jour. Allez, petite pause et on revient juste après. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Éric Revel et René Chiche Ronny Chiche qui dodeline avec sa grosse tête. Qui domine Qui dodeline. Qui dodeline. Il fait comme ça, il dodeline. Je dodeline avec sa grosse tête. J'aime bien dodeliner, moi. Je suis comme les chiens dans la voiture. C'est son côté Louis de Funès, Philippe David. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et c'est le village d'Ony dans le Val d'Oise. PourquoiOny ? Parce que des propriétaires de terrains en friche depuis des décennies risquent de se retrouver ruinés alors qu'ils n'y sont strictement pour rien. Pourquoi ? Parce que sur ces terrains inoccupés depuis les années 50 et au sein desquels passe une ligne à haute tension, des Roms ont jeté des tonnes de gravats récupérés chez des entrepreneurs véreux qui ne veulent pas avoir à gérer leurs déchets et s'en débarrassent donc à bien moindre coût. Problème, la mairie a demandé des comptes aux intéressés qui doivent évacuer les déchets au plus vite et qui, en cas de refus, devront payer une amende de 150 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €. Une note salée, mais moindre que le nettoyage, puisque l'amoncellement d'ordures sur ce terrain coûterait, selon le devis d'une entreprise spécialisée, la somme, accrochez-vous bien, de 2 millions d'euros. J'ai vu des photos, c'est une décharge à ciel ouvert. Alors soit la mairie cherche une solution avec les propriétaires, mais personnellement j'aurais une solution beaucoup plus juste, puisqu'elle ne mettrait pas des innocents dans la difficulté et s'en prendrait aux coupables. Tout faire pour arrêter ceux qui ont jeté ces tombereaux d'ordures et les frapper très durement au portefeuille. La chose sera beaucoup plus facile pour les entrepreneurs que pour les Roms, mais il ne faut pas hésiter à taper les donneurs d'ordre. Il y en a assez de ce pays où les innocents payent pour
pour les coupables et que ceux-ci ne soient jamais ou presque inquiétés par la loi. Vous avez raison, et c'est dommage qu'on ne puisse pas, pour une fois, édicter un travail d'intérêt général qui consisterait pour ces gens à débarrasser. À tout nettoyer. Mais c'est impossible. À la petite cuillère. Voilà. Éric Revel. 2 millions, vous dites, pour le évacuer nettoyage tous les complet, gravats. ouais. Ça veut dire qu'il y a des centaines de tonnes de gravats. Ah oui, mais voyez les photos, c'est... Donc en fait, les gens qui les ont déposés et qui ont dû toucher de l'argent d'ailleurs. Oui, ils ont touché de l'argent, bien sûr. Bon, eux, ils sont loin et ils ont sans doute pas les moyens ni financiers d'ailleurs, ni techniques d'évacuer ces gravats. Donc en fait, ce qu'on peut se demander quand même, pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce que pendant des mois, peut-être des années, les propriétaires ont laissé ces gravats s'accumuler sur leur terrain? Mais ils n'étaient pas au courant parce qu'ils sont et les terrains sont complètement en friche depuis des années et ils sont propriétaires, mais ils s'en occupent pas. Comme il y a une ligne à haute tension juste au-dessus, c'est leur responsabilité, c'est ça le problème. Oui, mais ils n'étaient pas au courant. Ouais. Non, en fait, non. Les déchets ont été mis en quelques semaines ou quelques mois a priori. Bon, et puis quand vous avez une ligne à haute tension au-dessus, de toute façon, ça rend le terrain quasiment inconstructible. C'est ça, c'est inconstructible. C'est scandaleux. C'est la faute des propriétaires. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je dis que ce terrain ne pouvait accueillir que des gravats. Non, je plaisante. Non, mais il faudrait taper aussi les entrepreneurs qui font ça. Évidemment, ceux qui ont déposé et les entreprises qui sont venues déposer, mais aussi les propriétaires des gravats. Il faudrait. Ça doit pouvoir se remonter, la filière. À mon avis, ça doit pouvoir se remonter, oui. Encore une enquête pour Philippe David. Ah oui. Ouais. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table. De l'actualité. Bravo, Maxime. Bravo, notre réalisateur. Quel talent il a, ce Maxime. Oui. Et on va pas... Et comme ça, vous avez joué. Et comme ça, vous avez joué à un moment donné avec Michel. Michel Blanc. Michel Blanc. Je suis très flatté et en même temps infiniment triste parce que Michel Blanc est mort à 72 ans après un terrible coup du sort. Je ne prononcerai pas le nom médical, je l'écorcherai. Mais Michel Blanc, quand j'ai appris sa mort, véritablement, pardon pour la banalité, j'ai l'impression que un être qui faisait partie de mon univers familier disparaissait. Et j'ai trouvé terrible ce destin qui, pour une fois, le faisait véritablement conclure. Comme il espérait le faire en permanence dans Les Bronzés, Michel Blanc, c'était probablement, de mon point de vue, le plus fin, le plus intelligent de l'équipe du Splendide, même si chacun avait son talent propre. J'aimais qu'il soit angoissé et que son principal défaut soit l'impatience, pardonnez-moi. J'aimais également que, en réalité, il disait qu'il avait eu la chance et le bonheur d'avoir été enfant unique. J'aimais sa reconnaissance à l'égard de Blier qui lui avait permis de tourner tenue de soirée, et comme à la fois il était très fier de ce qu'il avait accompli avec ses camarades du Splendide qui ont duré ensemble durant 40 ans sans l'ombre d'une jalousie, d'un ressentiment, et qu'en même temps il est mort dans des conditions qui ont touché tous les Français. Vous connaissiez bien Michel Blanc, vous l'avez interviewé beaucoup de fois. Ouais, non, je le connaissais bien. Je l'ai interviewé à peu près une quinzaine de fois. Hein. Et d'ailleurs, l'une de mes premières interviews en tant que jeune journaliste en 1989, pour un hebdomadaire du groupe Philippe Aki où je travaillais à l'époque, c'était son premier rôle dramatique, Monsieur Hir, ou qui a un petit peu été sa première approche. Très grand. Donc c'est assez impressionnant. Et je l'ai encore interviewé l'an dernier pour Marie-Lynn et son juge avec Louane, qui était l'un de son dernier film. Mais d'ailleurs, il aura, comme je le disais tout à l'heure off, il y aura un film posthume, je dirais, qui sortira en avril 2025, avec Christian Clavier, qu'il a tourné au Maroc, qui s'appelle Le Routard. Donc, et il rêvait de jouer avec lui, il l'a fait. Absolument. Alors ce que vous avez dit était super, Philippe. Et en fait, Michel Blanc, c'est vrai que c'était en fait une anti-star, mais une anti-star très populaire. Et vous savez, il me rappelle un peu un autre acteur dans ce domaine qui nous a quittés aussi il y a 3 ans, qui est aussi anti-star et aussi populaire, c'était Jean-Pierre Bacry. C'est des gens comme ça, qui sont dans la discrétion, qui sont pas du tout dans le glamour et tout. Et pour revenir à ce que vous disiez, plus aimable. Oui, beaucoup plus aimable. Mais ils avaient quand même le même regard caustique, piquant, ironique sur leur société. Et ce que vous avez dit, outre d'abord que c'était quelqu'un d'intellectuel, parce que c'est en plus un grand auteur, non seulement de films, mais aussi un grand adaptateur de pièces anglo-saxonnes, parce que c'est un féru
d'Angleterre, etc. C'était un grand auteur vraiment considéré un peu comme le... Non, j'exagère, mais ce que disait Junio, le Woody Allen français. Voilà. Bon, peut-être pas que ça, mais bon. Et aussi, c'était un grand pianiste, hein. Très, très grand pianiste. Non, mais c'est un acteur formidable qu'en plus... Alors, on adore Jean-Claude Duss, tout ça, mais il a une telle filmographie, il ne faut pas non plus le cantonner qu'à ça. Éric Revel, fan de Michel Blanc. Moi, je vais rebondir sur... Oui, non, moi, là, ce qui m'a toujours sidéré, c'est la façon dont il est passé de rôles comiques plus que désopilants à des rôles dramatiques avec la même crédibilité. Avec la même crédibilité. Ça, c'est la marque des très grands acteurs. Mais vous parliez du dernier film qui va sortir en avril. Moi, j'en ai discuté avec Philippe Glohagen, qui est le créateur du Guide du Routard. Le créateur du Guide du Routard. Il m'en a un peu parlé cet été. Et le film, promet beaucoup. Alors, peut-être que la disparition de Michel Blanc va rendre... peut-être plus difficile ou au contraire plus facile, mais cette idée vous fait penser un peu au Bonzé, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas vu le film, mais Philippe Glohagen m'en a beaucoup parlé. Et en fait, c'est pas l'histoire du Guide du Routard, mais c'est un routard, évidemment, qui ressemble beaucoup à ce que pouvaient être les routards en 1968. Au moment où Philippe Glohagen crée le Guide du Routard, hein, les gens de gauche ont parfois des bonnes idées pour faire du business, et ils partent sur les chemins. Et je pense que le binôme entre Michel Blanc et Clavier va être redoutable. Oui, absolument. C'est l'occasion de rebondir sur vous, René Chiche, avec tour de table de culturel, des biopics, toujours des biopics. Vendredi, j'aime bien faire un petit tour un peu culturel, un peu divertissant, mais toujours de très grande qualité, bien sûr. Ça faisait longtemps. Complètement changé. Ça faisait longtemps. Ça reprend un peu là. Non, mais je voulais parler un peu de non pas la folie, mais la mode maintenant des biopics au cinéma. Parce que j'ai vu des films là, que je vais conseiller à nos auditeurs. Un premier biopic qui sort le 9 octobre, formidable, sur Donald Trump, que j'ai vu à Cannes. L'ascension de Donald Trump dans les années 70, sous la houlette d'un avocat mafieux absolument horrible qui s'appelait Roy Cohn, qui a vraiment existé. Hein. Il faut vraiment le voir, c'est un biopic super. J'en ai vu un autre qui sortira le 23, Monsieur Aznavour, avec Taraï dans le rôle d'Aznavour. Alors franchement, formidable et filmé, réalisé entre autres parce qu'ils sont deux réalisateurs par Grand Corps Malade, et vraiment la performance de Taraï en Aznavour. Ouais, la ressemblance aussi. Oui. Et en plus, il s'est vraiment impliqué dans le rôle. Il s'est entraîné pendant 9 mois au chant et au piano. Vraiment formidable, parce que je l'ai interviewé en plus, c'est vrai. Ouais. Et donc formidable. Et en fait, c'est vrai que maintenant, les biopics, c'est devenu un véritable filon, hein, de plus en plus dans le cinéma. C'est une parce que finalement, la plupart des biopics qui sont sortis, en France, il y a eu Gainsbourg, Clo-Clo, Dalida, il y a eu même aussi la Môme, bien sûr, l'Abbé Pierre, même De Gaulle, ça a toujours été des grands succès. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Alors, je voulais vous apporter 2-3 petites infos pour vous annoncer quelques biopics que nous verrons d'ici 1 an ou 2. J'ai même noté sur mon petit carnet d'écolier. Alors, vous savez qu'il y a un biopic qui se prépare sur Montand et Signoret. Oui. D'accord. Vous le savez ? Oui. Avec qui dans les rôles ? Alors, c'est Roche Dizem dans le rôle de Montand, et Signoret, j'ai un trou. C'est Marina Foïs. C'est ça. Voilà, exactement. Il se prépare actuellement. Il y a 2 biopics sur Johnny. Alors là, ça va être incroyable. 2 ? Ah oui. Alors, un qui va être produit par Laetitia Hallyday, qui a choisi elle-même l'acteur, c'est Raphaël Quenard, l'acteur. Et l'autre qui va être produit, qui va être réalisé par l'ex-compagnon de Laetitia Hallyday, Jalil Lesper, qui lui-même avait déjà d'ailleurs réalisé un biopic sur Saint-Laurent. Oui. Et là, ça va être l'acteur belge Mathias Schoenaerts, pardon, excusez-moi. Donc il y a pas mal de biopics qui se préparent, et il y en a un qu'on va voir bientôt, qui est déjà prêt, c'est celui sur Michael Jackson, avec un acteur qui s'appelle Jafar Jackson, c'est quand même incroyable. Et il y en a un qui se prépare aussi sur une plateforme, sur Netflix. Alors c'est un peu surprenant, avec l'accord de l'intéressé. Il y a un biopic qui se prépare sur Julio Iglesias, qui a donné son accord, mais le rôle de Julio Iglesias... De son vivant. Il a donné son accord. Donc il y aura donc une série Netflix sur... Donc c'est un genre de film qui est vraiment de plus en plus aimé par les spectateurs. Eh bien, merci en tout cas. Il n'a pas changé. Hein. J'aimerais tellement pouvoir vous chanter comme Julio, ma chère Cécile. Ah oui, bien. Pour les femmes... J'adore cette chanson. J'adore. Ancien gardien de but des jeunes du Real Madrid. C'est vrai. Allez, c'est sur cette chanson collée serrée qu'on fait une petite pause. On revient dans un instant. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, donc J'adore chanter. Allez, on y va ? On y va. En plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Avec Philippe David, on est très content de vous recevoir à la maison comme tous les jours, du lundi au vendredi. Cette porte vous est ouverte, bien entendu, 0826 300 300 avec Philippe Bilger aujourd'hui. René Chiche, Éric Revel. Éric Revel, je crois que c'est votre tour de table de l'actu des Vrais-Voix. C'est mon tour. Absolument, c'est votre tour. C'est votre tour. Et alors, vous avez un sujet pour moi? Absolument, la quadrature du cercle budgétaire pour notre Premier ministre. Moi, je trouve que Barnier est très courageux d'annoncer 60 milliards d'euros. Mais c'est énorme. Ou de réduction de déficit ou d'augmentation des impôts. Alors, c'est marrant parce que quand on dit milliards, c'est encore plus fort que milliards. Oui, c'est 40 milliards de réduction de dépenses publiques, et puis 20 milliards d'augmentation des impôts. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à faire 60 milliards. Ça va être proposé au budget de 2025, ça n'arrivera pas. Je pense qu'il vise un peu la barre haute pour essayer de rassurer un peu les marchés financiers. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il était en déplacement sur place, je crois, pour voir le monde agricole, si je me souviens bien. Il a dit la situation financière est très grave, il faut la prévenir. On parle d'une crise financière, il a parlé qui allait venir. Oui, qui allait venir. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant comme formule. Étrange comme formule. Très étrange. Je veux dire, la crise financière, où elle est là et on ne peut plus la prévenir. Absolument. Mais si elle n'est pas là, alors il y a une mise sous tension aussi peut-être de Barnier. Il y a une motion de censure qui a donc été déposée par la gauche, qui n'a aucune chance, évidemment, d'aboutir. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le communiqué. Et c'est ça que j'aurais signé par M. Faure, qui est un peu faible là sur les arguments pour le PS. Il dit Retailleau a dépassé, très bien. Il dit il y a un déni de démocratie, on n'est pas au pouvoir, très bien. Puis le troisième argument, c'est de dire mais en fait Barnier va nous imposer un budget d'austérité. Mais M. Faure, si son intention c'est de gouverner un jour avec un gouvernement, vu la situation budgétaire française, est-ce qu'on a d'autres choix? Est-ce qu'un Premier ministre a d'autres choix que de proposer des réductions de dépenses budgétaires et les augmentations d'impôts? Alors vous pouvez dire, il ne faut pas augmenter les impôts, très bien. D'autres vous diront, il ne faut pas réduire les dépenses publiques, très bien. Mais quand vous êtes dans cette situation, un homme politique, à mon avis, raisonnable, devrait dire, voilà, alors maintenant, on est peut-être au moment de bascule qu'on a connu en 80-83. Vous vous souvenez, Mitterrand. De la rigueur. Alors peut-être qu'on va rentrer dans un budget d'austérité. Il ne fera pas ce qu'il a dit Michel Barnier parce qu'il n'a pas la majorité pour ça. Mais la situation budgétaire, il faut quand même se le dire, elle est plus que compliquée, elle est grave et très inquiétante. Vous rejoignez, Eric, un esprit tout à fait éclairé qui a écrit un article en associant ce qui se passe avec Michel Barnier, en effet, au revirement de François Mitterrand en 83. Et donc, mais je vous sens tout de même très pessimiste sur la possibilité de réaliser ces promesses. Mais 60 milliards d'euros, c'est colossal. C'est énorme. C'est plus que le service de la dette actuel. Enfin, c'est des sommes considérables. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne sait plus trop bien. On est sur une. Vous savez que les taux d'intérêt auxquels on emprunte en ce moment pour la France. Au niveau de la Grèce, à un moment plus donné, cher que l'Espagne. À un moment donné, la Grèce empruntait à moins cher que nous. C'est bien ce que je disais. Donc si vous voulez, il y a quand même un vrai problème. Ça passe complètement sous le radar. Ça n'intéresse pas le grand public, ça n'intéresse pas les gens. On appelle le spread. Le spread, l'écart, voilà. Et le spread avec l'Allemagne, qui est notre partenaire en Europe, ne cesse de se creuser aussi. Donc il y a quand même un sujet énorme. René Chiche, rapidement. Oui, est-ce qu'on peut quand même pas se demander si finalement ce gouvernement ne va pas être obligé quand même d'augmenter les impôts pour une autre couche de la population que ceux qu'il a annoncés, c'est-à-dire les plus 500 000 euros. C'est les promesses, mais moi je pense qu'à un moment donné, pour essayer de trouver encore de l'argent, je pense qu'il va être obligé à un moment donné. René, vous avez raison, je vais vous dire. Je pense, au-delà de la taxation des super profits de certaines entreprises, très bien. Oui. Au-delà de la taxation supérieure des 500 000 euros, mais ça concerne 0,3% des Français. Même la mesure qu'ils ont annoncée sur les 500 000 euros, de millions d'euros. On n'est pas au milliard. J'ai trouvé cette mesure, moi, même un peu aberrante. Qui gagne 500 000 euros? C'est vraiment comme on l'a dit. Un couple. Oui, mais quand même. Merci beaucoup Éric Revel. Allez, tout de suite l'info plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Spectaculaire revirement au procès des viols de Mazan. La Cour autorise la presse et le public lors des diffusions d'images. Oui, pas de huis clos finalement lors de la diffusion des vidéos, des photos, des viols. Une décision très critiquée par de nombreux avocats de la défense. Mais le président de la Cour l'a prise avec ses 4 assesseurs suite à un débat de quasiment 2 heures puis un délibéré de 90 minutes. Alors concrètement, une annonce permettra aux personnes sensibles ou aux mineurs de quitter la salle avant les diffusions. Ces diffusions, elles ne vont pas être systématiques. Elles n'auront lieu que dans les cas jugés strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. Alors, pour rappel, il y a 2 semaines, le président de la Cour avait d'abord, dans un premier temps, interdit la diffusion des images au public et à la presse. Il les considérait comme indécentes, choquantes pour justifier cette interdiction. Ce revirement est considéré comme une victoire par les avocats de Gisèle Pelicot. Il réclamait la levée de ces restrictions au nom de la lutte contre les violences sexuelles désormais incarnées par leur cliente Gisèle. Il dénonçait aussi le fait que, dans la pratique, le droit français ne laisse que aux accusés, disait-il, le choix de la publicité ou bien du huis clos. C'est un procès qui prend un tournant incroyable. Ce procès était un peu étrange. D'abord, je répète que je trouve qu'hors procès, tout le monde parle trop. Et deuxième élément, comme il doit se terminer avant Noël, on accélère les auditions et les interrogatoires des accusés. Il paraît que c'est à bride abattue. Moi, je suis un petit peu gêné par ce procès, au-delà bien sûr du drame que connaît cette femme. Mais je trouve que ce procès prend un peu quand même l'allure de plus en plus d'une justice un peu spectacle. Moi, je sais pas, même par exemple cette histoire de vidéo, c'est un petit peu choquant, moi. Bah bon, pourquoi ? Je sais pas, montrer ces vidéos. Oui, en public, je m'adresse par exemple à monsieur le procureur. C'est pas choquant de montrer des vidéos. La victime est d'accord. Alors d'autant que cette affaire connaît une résonance dans l'opinion, comme en témoigne la Basilise Yves Fiduciel pour Sud Radio. Oui, 83% des sondés disent avoir entendu parler de ce procès des viols de Mazan. C'est beaucoup pour une affaire judiciaire. Seuls 15% des sondés affirment que le sujet ne les intéresse pas. Seuls 22%, moins d'un quart, jugent que les médias en parlent trop. Mais au contraire, ils sont 85% de personnes interrogées à estimer que ce procès doit inciter, je cite, les hommes à s'engager dans la lutte contre les violences sexistes. 78% de sondés affirmant que ce procès les a poussés à réfléchir sur le regard de la société envers les violences sexistes et sexuelles. Plus généralement, dans ce sondage, une majorité, 70%, reconnaît la réalité, je cite, du patriarcat. 60% aussi de sondés admettre l'existence, je cite encore, d'une culture du viol. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix. Plongeons dans cette nouvelle ère politique de la France sous le gouvernement Barnier, où la coexistence exigeante remplace le terme cohabitation. Quelles seront les conséquences pour la suite du quinquennat ? Alors parlons vrai, est-ce que le président est démonétisé dans cette pseudo-cohabitation ? Quelle place a-t-il dans cette configuration inédite sous la Ve République ? Emmanuel Macron arrive-t-il à trouver sa place à côté de Michel Barnier ? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et petite pause, et on revient juste après. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Ça, c'est pas Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table où il n'y a ni à boire ni à manger. C'est vrai. Voilà, je dis ça, je dis rien. À 18h40, ça sent l'apéro quand même. Éric Revel est avec nous, René Chiche et Philippe Bilger. Philippe ? Oui, moi je regrette. J'avais cru apporter des bonbons tout à l'heure, mais je me suis trompé. Oui, vous êtes complètement trompé, parce que quelqu'un les a ingurgités. Je vois qui ? Pas moi. Moi, non. Vous êtes la blanche colombe des bonbons. Oups, oh là là. À tout point de vue. Et bien plus que ça, si vous savez. Et notamment dans les jeux. Absolument. Et j'en profite pour lancer le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On parle politique et notamment de cette nouvelle expression utilisée par l'Élysée pour qualifier le cadre de travail entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Ce n'est pas une cohabitation, mais une coexistence exigeante. C'est une co-responsabilité. Alors quand on confond République et profil LinkedIn, on en arrive à ce genre de mots. Vous préférez coexistence, cohabitation ? Peut-être une coalition, tout simplement. Le président de la République exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution. Le Premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution à l'article 20. Vous dire qu'ils ne pensent pas tous la même chose dans cette coalition à 3 partis en Allemagne, et pourtant ça fonctionne et pas si mal. Un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort.
Et donc, vous l'avez entendu, on ne dit plus donc cohabitation, on dit coexistence exigeante. C'est même pas facile à dire. C'est l'expression consacrée aujourd'hui, symbole de ce nouvel équilibre des pouvoirs. Le compte-rendu du Conseil des ministres a même été déplacé de l'Élysée à Matignon. Alors parlons vrai. Est-ce une position acceptable pour le chef de l'État? Est-ce que sa seule manière de réaffirmer son rôle d'autorité ne sera pas de dissoudre à nouveau? Et à cette question, Emmanuel Macron arrive-t-il à trouver sa place à côté de Michel Barnier? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Donc cette coexistence exigeante, c'est un peu la clarté, c'est le flou dans la clarté. D'abord, je trouve étrange ce déplacement à Matignon du Conseil des ministres, alors que même dans les vraies cohabitations, cela n'avait jamais été fait et les présidents ne l'auraient pas toléré. François Mitterrand en particulier. Moi, je me demande si je ne crois pas que Emmanuel Macron soit déstabilisé et que Michel Barnier prenne la main. Simplement, il faut bien voir que, comme vous l'avez laissé entendre dans votre question, Emmanuel Macron est confronté à quelque chose de totalement nouveau. Ça n'est pas une vraie cohabitation, puisque il doit y avoir un accord entre les macronistes et les républicains pour servir Michel Barnier en principe, et d'autre part, ça n'est pas la plénitude des pouvoirs d'un président, donc il a du mal à s'y ajuster, mais je crois qu'il y arrivera. Il est en train d'ouvrir une voie qui existera peut-être demain avec d'autres présidents. Éric Revel. Moi, je trouve la question, alors on parle vrai, je trouve la question bizarrement posée, justement. Parce qu'il y a derrière la façon dont la question est posée une sorte de symbole justement et de renversement. Normalement, on aurait dû dire est-ce que le Premier ministre trouve sa place à côté du président de la République? Et là, la question. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Oui, parce que alors peut-être que la question a été formulée comme ça. C'est peut-être l'inconscient qui a parlé de celui qui a formulé la question. Parce que précisément, on a l'impression que on ne sait même pas où est Emmanuel Macron. D'ailleurs, il est en voyage. On ne sait pas trop. Ah mais c'est vrai, il est aux abonnés absents. Il est aux abonnés absents. Donc du coup, on a l'impression que c'est Michel Barnier qui prend toute la place. Est-ce qu'il en laisse une petite au président de la République à côté de lui? Mais normalement, dans d'autres cohabitations, on aurait posé la question inverse. On aurait dit, est-ce qu'Édouard Balladur trouve sa place à côté de François Mitterrand? Est-ce que Jacques Chirac trouve sa place à côté de François Mitterrand? C'est pas du tout la question. Elle n'a pas été formulée. Donc je trouve ça déjà très intéressant. Maintenant, pardonnez-moi, mais le président de la République, il est responsable de la situation politique dans laquelle il a plongé le pays. Bon, Michel Barnier. Alors, il y a aussi des mots qui ont couru, qui n'ont pas été vérifiés. Macron aurait dit adressez-vous à Barnier, qui se démerde. Bon, alors je ne sais pas si la formule est celle du président de la République. C'est le gouvernement qui se démerde, c'est ça. Voilà, c'est le gouvernement qui se démerde. Mais en l'occurrence, moi je trouve que en n'intervenant pas, le président de la République prend un grave risque politique pour sa propre survie politique. Parce que si Barnier et son gouvernement tombe. Le roi est nu. Le président de la République aura peut-être une autre dernière cartouche dans son fusil qui est de nommer un gouvernement de gauche. Mais ce gouvernement de gauche, il sera lessivé, atomisé. Et qu'est-ce qui restera au président de la République? La démission. Bon. Oui, alors, c'est quand même un peu tôt pour quand même dire si Emmanuel Macron a une place vis-à-vis de Michel Barnier. Vraiment, on est au début pour l'instant. Moi, je pense qu'il va essayer quand même de tenir son rang. Depuis 2 semaines, il est un peu invisible quand même. Oui, invisible, c'est vrai. Oui, mais c'est tôt. C'est quand même, ça fait à peine 2 semaines. Il est où, le président de la République? On sent qu'il envoie des petits pics à droite et à gauche. Je pense qu'il va peu à peu quand même essayer de tenir son rôle au niveau déjà international, comme c'était le cas par exemple dans les cohabitations. Le président est toujours présent au niveau international. Je pense qu'il va avoir aussi son rang à tenir et son mot à dire sur toutes les questions de défense. Ça, c'est aussi un peu du domaine du président de la République. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt. Par contre, effectivement, maintenant, si Barnier tombe, ce que je pense pas, personnellement, moi je pense que, à mon avis, le gouvernement Barnier va tenir... Tout le monde a l'air plutôt satisfait D'ailleurs, Barnier, moi pour l'instant, je trouve qu'il fait plutôt un bon départ. Je sais pas, qu'en pensez-vous, vous 0826 300 300? Donc moi je pense qu'il va tenir, parce que déjà, vous avez déjà le procès du RN. Donc le RN, pendant 2-3 mois, va se tenir à carreau, ne va pas trop intervenir, il n'est pas dans une position de force. Et surtout, il a intérêt à attendre, parce qu'il est en train de se restructurer. Alors absolument, déjà ça. Donc moi, je pense qu'il est parti pour tenir plus longtemps qu'on croit. Alors, si jamais, moi je le veux bien aux vraies voix, parce qu'il a beaucoup d'humour. Allez-y. De qui vous parlez? Du Premier ministre, si jamais il ne reste pas. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, moi je le trouvais excellent pour ses débuts. Dans l'hémicycle. Absolument. Mais moi, je pense que... Mais alors, paradoxalement, moi je pense que
c'est peut-être un petit peu exagéré de ma part, mais je pense que finalement, il est un peu maître du jeu, Macron, vous voyez. Il est un peu maître. Il l'a montré quand même. Il l'a un peu montré là. On a voulu lui imposer Lucie Castet, il a dit non. On a voulu lui imposer un peu Cazeneuve, il a dit non. Il a tergiversé, etc. Finalement, il a nommé quelqu'un qui est un peu à sa main, qui est un peu dans son esprit. Alors bien sûr, ce ne sont peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais il a nommé un Barnier. Il a mis des gens de son parti. Il y a pas beaucoup de gens de son parti au sein du gouvernement. Il a nommé des LR, à part peut-être Bruno Retailleau, qui est peut-être le plus marqué à droite. Mais finalement, il tient quand même un petit peu les choses. Moi, je crois qu'en fait, justement, il a été remis en selle par l'outrance de la gauche à vouloir absolument imposer Lucie Castet, Laurence Toubiana. Et finalement, il a nommé quelqu'un qui lui convient. Donc maintenant, moi, je trouve que pour l'instant, c'est pas faux. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron ait ouvert la main lorsqu'il a dû exclure certains premiers ministres et choisir Michel Barnier. Mais pour le reste, je rejoins en partie René, il garde un peu la main dans la mesure où il a transféré au fond, la possibilité, l'opportunité d'opposition au sein du groupe macroniste. Ce sont eux qui vont commencer à chercher des noix vers Michel Barnier, et ça commence aussi bien avec Gérald Darmanin qu'avec Gabriel Attal et qu'avec d'autres députés macronistes qui font la fine bouche, qui chipotent, alors que normalement, ils doivent soutenir tout de même la politique mise en œuvre par Michel Barnier. Moi, je veux bien que le président de la République se réfugie sur les thèmes qui sont ceux du président de la République, la défense et l'international, la diplomatie, mais pardonnez-moi, la diplomatie française, elle est au niveau des pâquerettes aujourd'hui, et elle le doit aussi au président de la République actuelle. Je rappelle quand même qu'en juillet dernier, puisque le président a dit qu'il allait se recentrer sur les affaires européennes, je rappelle quand même qu'en juillet dernier, il avait confirmé que Thierry Breton était le candidat de la France et son candidat personnel pour se succéder à lui-même, et que Madame von der Leyen lui a mis la porte dans la figure. Le blackballé. Et Monsieur Macron a dit, ne vous énervez pas, on va pas perdre un portefeuille si on peut en avoir un plus gros, je vous change de candidat, je vous mets Monsieur Séjourné. Ben ça, si c'est pas une perte d'influence, pardonnez-moi, je ne sais pas si un Jacques Chirac, un François Hollande, un François Mitterrand aurait accepté que son candidat se fasse retoquer de cette manière-là. Et M. Breton a été bon fils, en préférant démissionner que s'accrocher. Parce que je pense qu'il aurait pu demander quelques explications au président de la République sur son attitude face à Mme von der Leyen. Et regardez le nombre de directeurs qui ont été nommés par les différents commissaires européens ou de l'administration européenne à Bruxelles. Vous verrez que la majorité sont allemands. La majorité sont allemands. Donc il y a une mainmise totale, et nous on met un genou à terre, voire les deux. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir passé cette semaine avec nous. Merci surtout Philippe Bilger de toutes ces semaines, ces déplacements un petit peu partout en France. Ça a été un bonheur, ma chère Cécile. Philippe et vous êtes occupés de moi comme si j'étais vieux. Bah ouais, comme ça, quand vous serez vieux, vous saurez comment. Mais c'est délicieux d'être pris en charge. Merci beaucoup, René Rich. Merci René Rich. Pris en charge par une grave. Vous savez, l'expérience aujourd'hui, Philippe, c'est une médaille. Oui, là, regardez comment Michel Barnier a donné un coup de vieux à la jeunesse. C'est vrai. Merci Eric Revel. Merci Eric Revel. Et dans un instant, mon cher Philippe. Bonsoir Alexandre Priam. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Ça va parler ballon ovale sur Sud Radio, la radio du rugby. Exactement, avec au cœur de la mêlée dans quelques instants sur Sud Radio. On va revenir sur la demande de non-lieu du tribunal de Mendoza à l'encontre donc de Hugo Oradou et Oscar Gégon. On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio avec le président de la Ligue nationale de rugby à 19h30. René Bouscatel sera notre invité. Puis on va parler aussi de l'équipe de France avec Philippe Spanghero, et on va vous faire gagner des places aussi pour les prochaines rencontres du Stade Toulousain. Soyez au rendez-vous. Et ça donne encore envie. Merci beaucoup. On se retrouve lundi avec Philippe Bilger, Philippe David, et à partir de 17h. Salut, et on embrasse bien sûr notre magnifique équipe. Oui, Maxime. Allez, bisous, à lundi. Bien dans mon